Parce que quand on se rend compte comment ils fonctionnent, on se rend compte que finalement, c'est des gens qui sont relativement médiocres, qui sont surtout des opportunistes, des gens qui sont prêts à tout, qui n'ont pas de morale ou d'éthique particulière, et qui ont voilà, encore une fois, pillé. Pour moi, c'est des gens qui ont pillé. Évidemment, ça les fait flipper. Ça fait flipper et ça fait la veulerie de ces personnes. En fait, l'incarnation de cette veulerie, on l'a vu dans les Gilets jaunes, c'est non seulement le fait d'avoir envoyé les policiers en mode déchaînez-vous, parce que nous, on ne veut pas prendre de risques, nous, on veut pas donner quoi que ce soit, on veut pas donner. C'est aussi derrière, c'est l'épisode du transpalette de ce cher monsieur Griveaux, où j'étais. Et Griveaux, c'est un type que j'avais dénoncé. En plus, c'est vraiment par hasard, c'est ça qui est génial. C'est que Griveaux, c'est un type que j'ai dénoncé dans Crépuscule, mais aussi avant sur Twitter de façon assez récurrente, parce que c'est quelqu'un qui devient conseiller ministériel et qui à un moment décide qu'il gagne à peu près 10 000 € par mois, plus 4 000 € d'indemnité comme élu en Saône-et-Loire. Et il décide qu'en fait il ne gagne pas assez, et donc il se fait recruter par un cabinet de lobbying qui va bosser pour une boîte qui s'appelle Unibail, qui est un des principaux. Pas agents immobiliers, mais de bailleurs sociaux, je pense, non, Unibail, bon, je sais pas, qui est dans l'immobilier, et qui avait besoin de défendre une niche fiscale que le gouvernement voulait supprimer. Il recrute qui? Il recrute celui qui était conseiller de Marisol Touraine au ministère des Affaires sociales, qui du coup s'est constitué tout un réseau au sein de l'État pour le corrompre, parce que pour moi c'est de la corruption pure, donc lui filer 17 000 balles par mois, pour qu'il trahisse l'intérêt général au profit de cette entreprise. Donc, pour que cette entreprise maintienne cette niche fiscale, pas parce que c'est bien pour la population, mais parce que c'est bien pour les bénéfices de cette entreprise. Donc cette personne-là revient et commence à nous faire la leçon en disant que la France qui fume des gitanes et qui roule en diesel, c'est pas sa France, qu'il y a un mort, une arrogance extrême, etc. Qui a fait la campagne de Macron en sous-main, tout en prétendant qu'il était avec les socialistes. Enfin, vous voyez, tout ce qu'il y a de plus détestable en fait dans ce système-là. À un moment, on se retrouve par hasard devant le porte-parole là, parce qu'on est allé manifester à l'Assemblée nationale, on s'est fait gazer, et du coup on a reflué sur le boulevard Saint-Germain. Pareil, Saint-Germain, les CRS nous poussent. Et en fait, pour sortir de Saint-Germain, quand vous êtes à ce niveau-là, du boulevard Saint-Germain, c'est les rues du 7e arrondissement. Et la rue du 7e arrondissement, c'est quoi? Il y a peut-être un ministère tous les 5 mètres. Enfin, c'est le cœur du pouvoir. Chaque hôtel un hôtel particulier sur deux, c'est un ministère. Et donc on commence un peu à zigzaguer comme ça. Ils ont bloqué que Matignon et l'Assemblée nationale, qui ont protégé, mais tout le reste ils ont laissé. On passe devant l'Assemblée nationale, devant le ministère de l'Éducation nationale, on fait rien. On passe devant un truc incroyable, au milieu du 7e arrondissement qui est très dense, une sorte de truc grillagé avec derrière une énorme allée comme ça qui débouche sur un hôtel particulier magnifique. Et en fait, c'est le nouveau siège, le nouveau bureau de Yves Saint-Laurent. Et devant, il y a des transpalettes, parce qu'ils sont encore en train d'aménager des bureaux. Et là, on passe devant et il y a des types qui commencent à jouer avec des transpalettes et qui commencent à klaxonner. Et là, je me dis, putain, c'est bizarre, comment ça se fait que le klaxon fonctionne? Enfin, j'ai pas l'habitude des transpalettes, mais juste j'ai un réflexe un peu débile comme ça. Et on continue, on passe devant le porte-parole là. Et là, il y a des gens qui disent, ah, c'est le porte-parole là, c'est chez Griveaux, je sais pas quoi. Ils sonnent à l'interphone, ils demandent à voir monsieur Griveaux, personne répond. Ils enlèvent les drapeaux, ils disent, ouais, on a pris le porte-parole là. Et nous, on continue, on va vers Invalide, et là, pareil, vers Invalide, on se fait refouler. Et là, je reviens. Et là, je vois les transpalettes en mouvement. Et là, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ils sont assis sur le transpalette, ils se font des allers-retours rue de Grenelle, là, enfin, comme ça. Et ils tournent à droite. Et ils détruisent la porte. Et là, je peux vous dire, la sidération absolue qui prend tout le monde, en mode, mais qu'est-ce qu'ils viennent de foutre? Ils sont complètement malades. Et en même temps, morts de rire, quoi. Et donc, il y a deux malades qui rentrent et qui ressortent quasi immédiatement, et tout le monde qui se barre en courant. Qu'est-ce qu'on vient de faire, quoi? Et donc, c'était pas du tout, je sais pas, parce que les médias ont présenté ça en disant ça y est, la République est attaquée, c'est ce que Griveaux a fait, en gros c'est une faction d'extrême droite qui veut prendre le pouvoir. Je veux dire, c'était pas du tout ça. C'est juste des gilets jaunes qui venaient à peu près des 4 coins de la France et qui avaient peur qui n'avaient pas envie de rentrer chez eux après 15 minutes de manifestation, quoi. Donc qui essayaient de trouver une nouvelle façon qui ne savaient pas où aller, qui ne connaissaient pas le 7e arrondissement et qui tout d'un coup, pardonnez-moi, le miracle se retrouve chez Benjamin Griveaux. Et donc, Benjamin Griveaux, il est parti en courant. Et on sait parce qu'il y avait un journaliste du Monde qui était avec lui et qui a raconté la scène. C'est-à-dire qu'on le prévient qu'il se passe ça, et il se barre en courant dans un tunnel dans un truc sécurisé. C'est des pleutres. C'est des gens qui sont pas courageux, qui n'ont jamais fait de sacrifice dans leur vie, qui sont jamais engagés pour rien. C'est des gens, vous voyez, c'est des gens qui ont juste pillé de façon. C'est comme Emmanuel Macron, un journaliste du Monde a raconté. Alors, le Monde sert à quelque chose parfois à quelque chose, pardon. Ils ont raconté comment, quand il était banquier chez Rothschild, le Monde était. En gros, le Monde avait fait un article super critique contre Sarkozy. Et c'est génial. Bernard Arnault, Arnaud Lagardère et Vincent Bolloré avaient retiré
du jour au lendemain, tous leurs médias de l'imprimerie du monde. Ils ont décidé de ne plus imprimer leurs médias dans le monde pour mettre en faillite l'imprimerie du monde et du coup mettre en cessation de paiement le monde pour se venger. Et donc le monde s'est en effet retrouvé dans une situation difficile, très difficile, et a dû trouver un nouveau repreneur. Vous voyez comment ça marche, hein, quand même. Et donc, en fait, et du coup, Rothschild va proposer, évidemment, sans aucune envie de tirer quelconque intérêt, gracieusement, aux journalistes du monde de devenir leur banque conseil pour défendre leurs intérêts. Je sais pas vous, moi, il y a la banque Rothschild qui vient me voir pour dire je vais vous défendre sans vous gagner sans vous demander €1. Je me dis chelou quand même, quoi. Et ils envoient qui? Ils envoient Macron, le petit jeune Macron, pour aller, qui était à l'époque avait 32 ans, quoi, pour aller s'occuper d'eux. Sauf qu'évidemment, qu'est-ce que fait Macron? Bah, il trahit. Il trahit, en fait, il va défendre une des offres en sous-main, celle d'Alain Minc, qui n'est pas celle de Niel, justement, l'autre offre, celle qui a perdu. Et à un moment, il y a un journaliste du Monde qui passe devant les bureaux d'Alain Minc pour autre chose, et il voit Emmanuel Macron. Alors Emmanuel Macron pense qu'il l'a pas vu, et donc Emmanuel Macron s'enfuit au 6e étage. Et ça, c'est le journaliste du Monde qui le raconte, hein. C'est un article qu'il a sorti. Et du coup, le journaliste du Monde se dit c'est un peu chelou, et il le suit. Et il monte au 6e étage, et là, il y a Emmanuel Macron qui fait genre, il est au téléphone, et il y a le journaliste du Monde, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es là? Pourquoi t'es dans le bureau de Minc? Enfin, qu'est-ce que... Et là, il dit non, j'ai pas le temps de parler, je sais pas quoi, et il redescend et il se barre, et il s'enfuit, quoi. C'est ça, ces gens-là. C'est des gens qui donnent l'impression, parce qu'ils sont protégés par tous ces appareils de pouvoir, d'avoir une grande projet, etc. C'est des gens qui, mis face à leur veulerie, mis face à un compromis, sont prêts à se barrer, exactement comme Ben Ali l'a fait dans la révolution tunisienne, paniquer à l'idée de perdre leur vie, de perdre leur... Parce qu'ils comprennent, en fait, et en plus par ailleurs, ils ne comprennent pas. En fait, Griveaux pense vraiment que les gens viennent nous voter, quoi. Enfin, il n'a pas rien compris à ce que sont les gilets jaunes, en fait. Il y a un truc comme ça de panique énorme. Et donc, moi, je trouve ça jouissif, en fait, qu'il y ait eu ce geste contre Griveaux, d'une part parce que ça le révèle, mais d'autre part parce que c'était pas du tout quelque chose de sérieux, et finalement parce que c'est une façon aussi de dire, ces lieux-là, c'est chez nous, quoi. Vous ne pouvez pas les utiliser pour nous cracher à la gueule, quoi. À un moment, on paye tous, encore une fois, désolé, hein, ça fait poujadiste ou plus proche, on paye tous des taxes pour financer vos salaires, pour financer des hôtels particuliers, pour faire que vous habitiez dans des grands espaces très beaux. On ne fait pas ça gratuitement. C'est un intérêt pour nous. Cet intérêt, c'est quoi? C'est que les gens qui travaillent pour l'État, qui nous représentent, donnent une impression de pouvoir suffisante, qui fassent qu'ils vont s'imposer aux Bernard Arnault et compagnie, qui eux-mêmes de leur hôtel particulier, sinon les toiseraient. Donc on leur prête ces ressources, on leur donne ces ressources, mais pour qu'ils nous défendent, pas pour qu'ils se mettent au service de ceux et qui recommencent à ressembler à ceux contre lesquels ils sont censés combattre. Les hôtels particuliers, les grands palais de la République, deviennent des grands palais de la République par la Révolution pour s'opposer aux grands palais des aristocrates, voire pour les retirer. Enfin, il y a un but politique en fait à ces lieux-là. Donc quand à un moment on finit par s'excéder tellement, bah, envoyer un petit avertissement en mode bon bah c'est chez nous, fais gaffe, et sinon on va défoncer la porte et on va revenir chez nous, quoi. Vous voyez, il y a une sorte, même si ça n'a pas été pensé, finalement, je trouve que le message qui est envoyé est vachement intelligent, est vachement intéressant, est vachement élaboré. Et je pense que de façon générale, le mouvement des Gilets jaunes a cette intelligence et cette puissance, en fait, qui n'a cessé de démontrer depuis l'acte 1, depuis le moment où les gens se sont mobilisés parce qu'ils ont senti qu'il y avait un tourloupe, alors qu'ils n'avaient aucun élément qui permettait de le prouver à l'époque, et qu'ils ont démontré contre tous ces gens-là bah, qu'ils avaient raison.